Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspiré. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vanessa Morales. Salut Vanessa. Salut. Tu es conférencière, tu es aussi auteure et surtout tu es une sportive de haut niveau, on va en parler en détail. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, me présenter brièvement. Donc moi je suis originaire de Font-Romeu, des Pyrénées-Orientales. Et en fait, on me considère aujourd'hui comme une sportive, alors de haut niveau, pas haut niveau, moi j'en sais rien. En tout cas, sportive, oui, puisque ça fait partie de ma pièce d'identité. Quand on grandit à Font-Romeu, on grandit forcément avec des chaussures de ski aux pieds, des tennis, des patins, enfin bon voilà. Donc oui, je suis sportive et puis j'ai la chance de partager mes expériences sur des conférences. Donc ça, pour moi, c'est juste génial parce que c'est pas un métier, c'est juste vraiment un retour d'expérience et un partage. Et voilà, que dire de plus ? Et quand tu grandis justement à Font-Romeu, tu as notamment cet attrait de la montagne, mais en plus ta mère qui travaille dans les stations. Oui, en fait, c'est là où ça rejoint ce que je disais au début, là, c'est que quand on grandit là-bas, ma mère, par exemple, donc, elle travaillait sur les pistes de ski. Donc ma garderie, moi, c'était les pistes de ski. Il y a pire. Ouais, ça va. Mais du coup, dès l'âge de 4 ans, j'avais les skis aux pieds toute la journée. Et puis c'était normal. Donc pour moi, c'était même pas un sport. Mais pour autant, j'ai pas été à l'école de ski. Parce que ça me plaisait pas forcément. Mais j'ai attaqué le patinage très tôt. Voilà. À quel âge ? 4 ans. Oh, 4 ans, je suis montée sur la glace et j'ai continué jusqu'à mes 16 ans à un bon niveau, puisque j'étais en sport-études. Et puis la montagne, alors là, par contre, c'était loin de moi l'idée d'en faire un sport. Parce que la montagne, c'était juste ce qui m'entourait. Et donc, c'était normal d'aller courir des heures dedans. Donc voilà, mon idéal, ça aurait été vraiment de percer en tant que patineuse. Et d'ailleurs, quand j'étais en sport-études, si on me posait la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était patineuse professionnelle. C'était logique, quoi. C'était logique. Et tu as eu cette envie très tôt ? Parce que tu as commencé à 4 ans. À quel moment ça s'est déclenché dans ta tête de te dire « ça va être ça mon métier » ? 4 ans et demi. Ah, t'as des souvenirs qui remontent à très loin. Non, mais je pense que je me posais pas la question. En fait, j'aimais tellement ça que... Et puis en plus, moi, dans ma famille, c'était un peu particulier parce que le sport, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était le sport, ok, mais pour gagner de l'argent. Donc moi, par exemple, quand je faisais des compétitions, personne venait me voir. C'était pas dans ma famille, génial, elle a gagné une compète, pas du tout. C'était plus, il faut qu'elle assure pour que ça lui rapporte de l'argent plus tard, quoi. Donc assez rapidement, c'était, moi, mon métier, ce sera patineuse pour en vivre, quoi. Et comment, justement, tu expliquerais ta vie et ton métier aujourd'hui à un enfant de 5 ans de façon ludique ? En fait, je pense que j'ai eu la chance de faire ce que j'aimais. Alors, un peu moins de chance avec le patinage, parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai développé ce qu'on appelle un syndrome des loges. En fait, c'est une maladie qui touche les muscles. Alors moi, ça a touché les 2 tibias. Et en fait, je patinais 20 minutes et je me retrouvais paralysée au sol pendant une vingtaine de minutes. Si tu veux, pour le côté physiologique, c'est le muscle qui gonfle énormément. Et l'aponévrose, qui est l'enveloppe musculaire, elle suit pas le développement du muscle. Donc en fait, ça étouffe ce muscle et du coup, ça te paralyse. Donc quand le muscle est chaud à l'effort, il gonfle. Donc moi, vu que ça étriquait, ça me paralysait. J'attendais qu'il dégonfle et je pouvais remarcher. Sauf que continuer une éventuelle carrière de patineuse, après j'étais pas la meilleure, moi j'avais envie, mais voilà, c'était impossible avec ce problème-là. Donc à l'âge de 16 ans, je vois un spécialiste qui dit à ma mère « Oh, mais c'est rien, on lui coupe les 2 tibias, on les tourne, comme ça va écarter les genoux. » Ma mère a dit « Ouais, d'accord. Hors de question. » Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas un confrère Et donc en fait j'ai renoncé au patinage, donc là ça a été super dur parce que justement ce que je te disais c'est qu'à 16 ans c'est quoi ta vie, c'est la glace et du jour au lendemain on te dit non, ce sera pas ça. Sauf que moi j'avais l'impression de savoir rien faire d'autre que patiner. L'école c'était pas du tout mon trip. Et j'imagine que ça représentait un volume d'heures énorme. Ouais, on était pas mal, on était à peu près à 15 heures d'entraînement semaine sur glace, plus les à côté. Oui. Voilà, donc les à côté, ça pouvait être un peu de course à pied, un peu de gym, natation, j'ai esquivé, je séchais un peu. Donc ouais, c'était déjà pour des jeunes sportives pas mal d'heures, de volume. Donc oui, en fait, ça comble toute une vie, quoi. Moi, au lieu d'aller en musique, le mardi matin, j'allais sur la glace, puis le mardi soir, je quittais les cours un peu plus tôt pour aller patiner aussi. Le jeudi, j'avais pas dessin, j'avais patin, j'avais pas sport avec les autres, j'avais patin. En fait, tout était rythmé avec ça.
Et là, c'est un arrachement, vraiment un arrachement à cette discipline. Donc là, je me suis dit, bon, je fais quoi? Drogue, alcool, sortie. Non, j'ai pas essayé, ça me plaisait pas. Grosse remise en question et puis grosse difficulté, j'imagine. Ouais, vraiment. Ça a été le gros coup de bambou. Et j'ai essayé de sortir un peu, mais j'étais pas dans mon élément. Et assez rapidement, je suis partie courir en montagne. Et là, en fait, je partais des fois, mais sans m'en rendre compte, je faisais des sorties de 7 heures, 8 heures. Donc j'affolais un peu ma mère. Et petit à petit, ça en est devenu une nouvelle addiction, on va dire. Et sauf qu'à l'âge de 20 ans, le syndrome des loges est revenu. Donc le fait de changer d'effort, de mes 16 ans à mes 20 ans, j'étais tranquille. Par contre, à l'âge de 20 ans, le syndrome réapparaît. Donc pareil, je pars faire un footing paralysé en bord de route. Toujours au même endroit ? Ouais, exactement les mêmes muscles. En fait, le muscle s'est développé différemment. Donc pendant quelques années, j'étais assez tranquille et puis c'est revenu. Donc la grosse opération, on a incisé les deux fameuses enveloppes. Et là, j'ai goûté au fauteuil. J'ai eu 4 mois de grosse convalescence, grosse galère. Et puis en plus, on me proposait de faire une jambe et après l'autre. Et vu que j'étais pressée de reprendre l'entraînement, j'ai dit non, faites les 2 jambes en même temps. Que dans 4 mois, je reparte. Ouais, je l'ai regretté quand même. Ouais. Parce que j'ai vraiment douillé. Et puis, après, au bout d'1 an, je pense que j'ai réappris à bien marcher déjà. Parce que c'était un peu la crainte des médecins de dire dans quel état tu vas sortir et voilà, comment reprendre ne serait-ce que la marche normale. Et au bout d'1 an, j'ai repris la course à pied. Et depuis, je cours. Pendant 4 mois, tu as été arrêté dans le fauteuil roulant. J'imagine que là aussi, déjà d'un point de vue physiologique, toi qui courais 7-8 heures par jour, ça devait être quand même un frein et assez délicat quelquefois. Mais aussi d'un point de vue mental, mine de rien, parce que tout s'arrête net pour une 2e fois. Ouais, c'est vraiment un gros coup de bambou, quoi. En fait, je me reconnaissais plus. À cette période-là, je m'appelle Vanessa Neige. Et je pense que c'est pas pour rien, en fait. Moi, la neige, la glace, le froid, c'est ce qui m'anime. Et à cette même période, je suis partie vivre à Perpignan. Donc, il fait chaud, il y a du vent, il y a la mer, il y a tout l'opposé de ce que je suis. Mais j'avais un super groupe de potes. Et en fait, c'est ce qui a fait que je l'ai bien surmonté et que j'ai repris la course à pied, d'ailleurs, grâce à eux. J'étais pompier à l'époque à Canet-en-Roussillon. Et voilà, mes copains pompiers ont été super présents. Mon fils aussi, qui était déjà là, puisque en fait, on m'a opéré, j'avais 21 ans passés. Et donc voilà, forcément, quand il y a un petit bonhomme qui compte sur nous, on se bouge un peu, quoi. Et comment tu as réussi à te remettre comme ça à la course à pied pour une nouvelle fois? Est-ce que tu as dû te ménager, avoir un programme spécifique, vraiment adapté? Parce que tu dois être hyper frustré, avoir envie de repartir à fond, alors que j'imagine que c'est tout l'inverse qu'il faut faire et faire du progressif, continuer à ronger son frein et être patiente. Comment tu as vécu cette période, on va dire, transitoire, jusqu'à retrouver ton niveau, si je puis dire? Franchement, je ne m'en rappelle pas trop. J'ai eu aucun encadrement. Enfin, je suis vraiment hors cadre, un peu dans tout d'ailleurs. Souvent, mon mari dit que je suis une indisciplinée, et c'est vrai, je l'assume. Mais la reprise, je crois que ça a été mon médicament. Ça a été mon antidépresseur, mon reboostant. Donc en fait, je courais tant que je pouvais, quoi. Tant qu'il n'y avait pas de douleur. Dès que j'avais le temps, je courais, j'allais bosser en courant. Enfin, je faisais tout en courant. Et à nouveau, assez progressivement, je me suis retrouvée à enchaîner des sommets dans les Pyrénées sans m'en rendre compte, quoi. Normal. C'était redevenu mon mode de vie, en fait. Ouais. Et de là d'être redevenu ton mode de vie, c'est devenu aussi, comme tu dis, une addiction, mais une addiction saine, au point à remplacer le patinage dans ton esprit déjà, à devenir ton métier ou pas encore Alors, remplacer le patinage, je crois que j'y arriverai jamais. Après, il y a des sensations que je retrouve en montagne que j'avais sur la glace. Donc je pense que ça, oui, d'un côté, ça soigne. Comme je dis, quand il y a une plaie, il y a quand même une boursouflure. Tu vois, il y a une cicatrice et cette boursouflure, moi, depuis mes 16 ans, elle est là. Mais d'ailleurs, je te raconterai après, parce que là, je vais repatiner bientôt. Mais oui, j'ai retrouvé quand même ces mêmes sensations de liberté. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es projeté pour en faire ton métier ou tu as continué tes études? Parce que tu as continué aussi tes études en parallèle. Alors, en fait, j'ai fait péter les études, donc ne faites pas du tout ce que j'ai fait. Mais vers mes 17 ans, j'ai arrêté l'école. Et là, je courais beaucoup, du coup. Enfin, c'était un peu une période
Je pense qu'il y avait cette vie rythmée par le sport, la rigueur et tout, que j'ai un peu relâché à mes 17 ans. Donc il y avait un peu de fiesta, beaucoup de montagnes, voilà. Et à aucun moment, je me suis dit que courir, c'était un métier. Parce que, comme je te dis, c'était vraiment mon médicament. Donc en fait, j'y pensais pas du tout. Et d'ailleurs, le jour où on est venu me chercher, donc c'est arrivé bien plus tard, où on m'a dit « Non mais Vanessa, il faut que tu fasses de la compétition, il faut que tu sois sponsorisée. » Je dis « Hop. T'emballes pas, enfin non, pas moi quoi. Je déteste la compète. » Et encore une fois, ça s'est fait sans que je m'en rende compte. En fait, c'est parti d'un gars avec qui je courais. J'étais dans un club d'athlètes. Donc là, pareil. En fait, j'ai commencé vraiment la compète avec les pompiers, les fameux pompiers de Canet, où je fais un premier cross pompier, puis je gagne. Puis deuxième cross, je gagne. Troisième, je fais seconde. Je me retrouve en national et tout. Je dis non, stop, ça me plaît pas, c'est trop anxiogène. Puis après, ils me mettent sur du trail. Et là, je fais 5e au championnat de France de trail, militaire, pompier, pareil. Je dis non, c'est de la connerie. Enfin, j'ai eu de la chance, mais c'est pas moi. J'ai pas fait exprès, tu sais, presque. Désolée. Et donc là, j'ai signé en club d'athlètes. Et puis, il y a un pote avec qui je courais qui est réalisateur de films. Et un week-end, là, on discute. Et puis, il me dit, tu fais quoi ce week-end ? Je dis, écoute, j'ai 4 jours de repos. Donc, je pars dans les Pyrénées. Puis, j'enchaîne les 3 sommets les plus hauts des Pyrénées en courant. Il me dit, tu m'as dit que tu n'avais que 4 jours de repos. Ah ben oui, je lui dis, justement, c'est pour ça que je dois enchaîner, j'ai pas trop de temps, quoi. Il y a un jour de bagnole. Il me dit, mais tu sais que c'est pas normal, en fait, ce que tu fais. Et donc lui, il m'a proposé de me filmer. Et là, on est parti dans les Pyrénées, au refuge du Rul, en Ariège, faire un premier film. Et c'est ce qui m'a permis d'exploser, en fait, et de me faire connaître, et de faire connaître tout ce que je faisais depuis des années, donc d'aller choper des sommets en courant et tout ça, grâce à Patrick Foch, voilà, qui a fait plein de films et qui me suit encore là sur mes Kilimandjaro, sur mes délires. Voilà comment c'est devenu mon métier en fait. Et quel délire, hein, parce que là on va en parler, tu as un programme sur ces dernières années, sur les mois et années qui arrivent, qui est juste extraordinaire, parce que tu es parti des Pyrénées, donc à ce moment-là tu t'es rendu compte peut-être que ce que tu trouvais normal pour toi n'était pas forcément la normalité, enfin. Ouais. Et quelle sensation tu as eu quand on t'a dit qu'en fait ce médicament que tu avais de la course pour te libérer de tout ton parcours, ces traumatismes, au final elle est devenue le médicament et même au-delà de ça une source de plénitude en quelque sorte, à pouvoir vraiment faire ça et le faire avec un peu de cadre et d'aventure. Déjà, le mot cadre, j'ai eu beaucoup de mal. Quand j'ai commencé l'athlétisme, mon entraîneur, le pauvre, ça faisait des années que je courais, mais super mal. Moi, je partais tous les matins, je pouvais faire 10-15 bornes, mais vraiment à l'arrache, ça rimait à rien parce que ça m'apportait rien au final. Je travaillais le fondamental, hein, ça j'avais, mais je savais pas courir, j'avais une foulée catastrophique que j'ai encore, mais que j'ai un peu améliorée. En fait, je me suis toujours promis que le jour où ça me passionnait plus, j'arrêterais. Parce que ce médicament-là, je veux le garder. Donc, si tu veux, j'ai jamais eu la sensation de trop m'entraîner, d'être fatiguée par ce que je faisais. Je me suis imposé quelques objectifs. Et là, j'ai pris conscience que c'était pas moi, j'étais plus à ma place. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais très peu de compétition. Parce que du moment où j'ai un dossard dessus, je panique, je suis pas bien. Je me rends malade 3 semaines avant la course. Et du coup, c'est de la contre-performance, parce que je suis pas dans mon élément. Moi, c'est la liberté, comme je disais tout à l'heure. J'ai besoin de choisir mes itinéraires, de ne pas forcément réfléchir. En fait, j'aime pas me prendre la tête. Et une compète, c'est prise de tête parce qu'il faut dire, il faut manger à telle heure, il faut courir à telle allure, il faut faire ci, il faut faire là. Et du coup, mes objectifs aujourd'hui me ressemblent. Mais j'ai mis super longtemps en fait à accepter ma différence, à me dire je suis pas comme les autres, je suis pas comme ces élites, et puis j'ai sûrement pas leur niveau au final parce que mentalement je suis incapable de m'accrocher à une course. Donc je vais faire des compétitions mais qui me parlent. Oui, parce que t'as peut-être pas le niveau, etc. C'est autre chose, mais t'as surtout pas l'envie en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, je suis pas dedans quoi. Ouais. Et donc tu as fait ces 3 sommets pyrénéens. Ouais. C'était en quelle année ? Je sais pas, je crois que j'ai commencé en 2017, 16-17. Et après, j'enchaînais, du coup, chaque année, je modifiais un peu le parcours, mais j'enchaînais les sommets en courant, les 3000 des Pyrénées. Ouais. Et après, tu t'es un peu exporté, tu t'es aventuré sur d'autres sommets aussi ? En fait, j'ai toujours eu une question, mais ça depuis gamine, de me dire, mais ça fait quoi d'être à très haute altitude ? Parce qu'à 3000, on sent rien.
Donc j'ai été faire le Mont Blanc, d'ailleurs avec Thibaut InShape, un youtubeur génial. Donc j'ai fait le Mont Blanc, puis je me suis dit ouais c'est chouette, mais qu'est-ce qu'on ressent plus haut? Tu vois, cette envie de toujours aller chercher de nouvelles sensations. Et puis il y a des paliers aussi, tu vas nous l'expliquer. Ouais, il y a des paliers d'acclimatation. Mais bon, jusqu'à 4000, bon là 4008, ça se passait nickel. Et en fait, un jour, il y a une jeune femme qui m'appelle, qui est atteinte d'une sclérose en plaques. Et elle me dit, Vanessa, je te suis depuis des années, et j'ai un rêve, c'est de faire le Kilimandjaro. Mais elle me dit, je veux le faire avec toi. Ok. Sauf que moi, je ne me connaissais pas à 6000 mètres d'altitude, à 5895 mètres exactement. Et donc, je lui dis, écoute, on va se rencontrer et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on a écrit le projet ensemble. Et puis, elle, au bout de quelques mois, en fait, sa pathologie a pris un peu le dessus. Donc, elle a renoncé à l'expé sur le Kili. Et moi, je me suis dit, mais je suis obligée de le faire pour elle. Et en fait, là, j'ai tapé un peu sur Internet. Puis je vois qu'il y a des nanas qui ont fait le Kilimandjaro en courant avec des chronos monstrueux. Je me dis, les machines. et en fait, je me dis, moi, je vais essayer de le faire sur la journée. Donc, sachant que normalement, c'est en combien de temps? En 5-6 jours, à l'aller-retour. Ouais. Donc, déjà, je me mets un gros défi. Et là, je dis ça à mon entraîneur qui tombe. Je dis, tu sais, j'ai pensé à un truc. Et là, il dit, oh merde. Et il avait un peu l'habitude de mes trucs un peu comme ça. Ou par exemple, je disais, là, je suis pas là pendant une semaine. Je vais enchaîner 3 sommets. Alors qu'il y avait une compète après. Il devenait fou, lui. Bon. C'est une prépa particulière. Ouais, c'est ça. T'arrives avec toutes les fibres pétées. T'as plus de jambes. Mais bon, c'est particulier. Et donc, voilà. Et je propose ce projet d'aller faire le Kili sur une journée. Donc là, ça prend 1 an de préparation, 1 an de recherche de sponsors hyper compliqué, un entraînement hyper acharné et très spécifique, parce que courir ici et courir à 6000, c'est pas du tout la même chose. Donc là, je mets en place des entraînements en hypoxie. Donc l'hypoxie, en fait, tu es dans une cabine hermétique et on t'enlève l'arrivée d'oxygène. Donc en gros, c'est comme si tu t'entraînais à haute altitude et puis tu varies, tu vas être à 2000, 3000, 4000, 5000. Donc j'ai commencé à m'entraîner là-dedans. Et puis là, mon entraîneur me dit maintenant, il faut que tu ailles t'entraîner sur le Kili pour voir comment tu réagis avec la pression atmosphérique qu'il n'y a pas dans la cabine. Enfin, bon. Donc là, on part et sur 4 jours d'entraînement, en fait, je défonce tous les chronos des filles. Sauf que là, je dis non, mais c'est normal, elles l'ont fait en un trait, moi, je me repose. J'essaie toujours de trouver des excuses. Comme à l'époque déjà, ouais. des pompiers. C'est, je crois que le truc de l'imposteur. Ouais, le syndrome d'imposteur, on va en parler. Qu'est-ce que je fous là? C'est une erreur, c'est... Et donc, ça se passe super bien. Et quand je rentre en France, mon entraîneur, il reprend tous mes chronos. Il me dit, Vanessa, tu vas pas le faire en une journée. Tu vas aller chercher un record du monde. Ouais, il est fou, lui. N'importe quoi. Moi, un record du monde. Donc, je continue la prépa. Et quand j'arrive en Tanzanie, donc tout est calé, mais vraiment calé. Et puis on y croit. Au final, moi, je me le suis mis en tête. Donc, je me dis, après tout, pourquoi pas moi? Sauf que le jour de la course, en fait, je pars avec un guide local que je connais très très bien, Ronald, avec qui je bosse depuis super longtemps. Et lui, il s'est entraîné à sa façon. Mais physiologiquement, moi j'ai la chance, merci papa, maman, de m'avoir filé des gros globules rouges pour courir à haute altitude. Mais apparemment, Ronald n'avait pas les mêmes globules. Et donc du coup, ça se passe super mal. Le jour de ce record, il me fait un malaise à 5300 mètres d'altitude. On passe par une voie qui s'appelle la Western Bridge, elle est casse-gueule parce qu'il y a des avalanches de pierres, on pose un peu les mains, c'est la seule voie du Kilimandjaro qui est un peu technique. Et donc là, on est tout seul. On est tout seul à 5003, il fait super froid, j'ai pas d'hélico, j'ai personne pour nous secourir. Enfin bon, on est passé à l'orange, comme on dit, tous les deux. Parce que quand on monte très vite comme ça à haute altitude, il faut pas stagner, parce que le risque d'œdème, il est majoré. Donc dans les 45 minutes, on peut développer, lui et moi, un œdème pulmonaire ou cérébral ou les deux. Donc en fait, moi, en tant qu'infirmière, puisque en parallèle de mon sport, je suis infirmière de formation, j'avais toutes ces notions et on avait un médecin aussi qui nous avait bien briefé sur ça. Là, il nous dit, s'il y a pépin, vous êtes mal. C'est soit vous remontez, soit vous redescendez, mais il faut agir très vite. La zone grise, quoi. Voilà, ouais, gris foncé. C'était gris foncé. Et en fait, sur la Western Bridge, on ne pouvait pas redescendre. Parce que du moment où tu es monté, vu qu'on pose les mains, désescalader, c'était 2 morts sûrs. Donc en gros, c'était mobiliser Ronald pour qu'il arrive à se sortir de la situation. Le chrono, j'ai arrêté la montre. Donc ça met fin à 1 an de préparation. Enfin, voilà.
Mais au final, il y avait la vie d'un homme en jeu, donc j'ai même pas, Oui. je me suis pas posé la question. Et là, bon, avec Ronald, on arrive à se bouger. D'ailleurs, lui, il me disait, mais laisse-moi, hein. C'est comme ça, la montagne, elle a décidé de me garder aujourd'hui, je passe pas. Mais toi, tu y vas, tu diras à ma femme, hop, 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 je dirai rien à ta femme. Je lui dis, tu vas te lever, on va prendre, je lui ai donné ma flotte à manger et tout, pour qu'il aille bien, lui. Sauf que moi, du coup, j'étais gelée. Bon. Du coup, j'ai porté son sac, je l'ai poussé contre la paroi et on a réussi à atteindre le sommet en un temps. Je ne sais même plus combien d'heures on a mis pour aller au sommet, c'était catastrophique. Et l'idée, c'était qu'au sommet, le médecin nous médicalise Ronald. En fait, le médecin devait nous attendre à 6000. Sauf que quand on arrive au sommet, il n'y avait plus de médecin. Parce que le médecin avait fait un œdème lui aussi au sommet. Donc, il avait été évacué de l'autre côté de la montagne. Donc là, c'est un grand moment de solitude. Bon, au final, ça finit bien. On redescend tous en vie. Je mets l'oxygène au médecin en redescendant. Ronald va mieux. Heureusement, tu es infirmière. Ouais, là, j'étais contente. Merci le diplôme. mais du coup, ce record, il n'était pas homologué, quoi. Donc, encore une fois, la sportive, elle prend quand même une tarte. Mais voilà, c'était pas un échec, quoi. L'idée, c'était de retrouver autre chose derrière. Donc, tu vois, ouais, comme tu disais, ça a été d'aller chercher, au début, c'était les 3000, et puis après les 4000, ce Kili, qui m'a donné bizarrement encore plus envie d'aller chercher plus haut. Donc, j'ai renchaîné le Kili, puisque là, je vais être à ma 8e ascension dans 3 semaines. Je l'ai fait 3 fois en courant, et notamment avec un record féminin. Ça y est, j'ai réitéré mes tentatives à 3 reprises pour avoir le record. Et tu as fini en combien de temps? 11h33. 11h33. Ouais, 11h33. Il était en 13h30 sur cette voie, donc j'étais contente, ça me suffisait. Disons, claquer 2 heures sur un chrono à 13h, c'est... Ouais, c'est ça allait. Ça allait, franchement. Mais après, les heures, elles passent vite. Sur la montagne, tu as le moindre pépin, tu perds vite 3 heures. Enfin, on ne peut pas comparer ça à une course classique. Ouais. Il faut sûrement un alignement de conditions, de contexte, d'accompagnement qui soit parfait pour justement atteindre ce timing-là aussi. Ouais, il faut que tout soit aligné. Ouais. La météo, ton acclimatation, ton digestif, tes jambes. Et tu vois, moi, bizarrement, en fait, quand j'ai eu ce record, j'avais fait un premier Kili en 10 jours avec un jeune homme, Julien, qui est atteint de sclérose en plaques. 4 jours après, j'avais tenté le Kili en courant avec 2 guides, sauf que les 2 guides ont pété. J'en perds un à 4000 et un à 5000. Donc t'as une grosse consommation de guides quand même. Ouais, bon, ils sont vivants, je tiens à le préciser. Mâchés, mais vivants. Et donc en fait, là, je refais donc mon Kili, il était en 15 heures et des brouettes. Donc je rentre à l'hôtel dégoûtée. Je me dis encore une année de préparation pour rien, machin. Et là, je saoule tout le monde, le parc national, mon pote qui est guide et tout. Je dis non, mais laissez-moi y aller toute seule. Tu me mets des mecs sur les camps pour checker et pour contrôler mon chrono et tout. Mais laisse-moi courir, quoi. Et en fait, ils m'ont mis des relais. Donc les guides couraient avec moi sur des parties du Kili. J'ai toujours eu quelqu'un. Mais au final, c'est là où j'ai claqué mon chrono, quoi. Sauf que j'avais déjà 2 Kili dans les pattes. Et là, le dernier, c'était 2 jours avant. Donc je m'étais dit, bon, c'est fou de tenter ça. Oui, une année de prépa que tu condenses en 48 heures. Ouais, c'est ça. Tout est normal. Ouais, c'est clair. Voilà, je crois que c'est le mental qui a pris le dessus là sur le physique. Parce que là, donc, tu fais ton deuxième en 15 heures et des brouettes, et tu n'as même pas 48 heures de repos que tu repars. Ouais. C'est ça quand même qu'il faut expliquer. Ouais, c'est ça. J'étais à l'hôtel à Mochi, là, et puis j'étais avec des journalistes de Stade 2. Et bon, voilà, tout le monde me consolait un peu, c'est pas grave, tu reviendras, machin, ouais, je reviendrai, ouais. Et en fait, la nuit est passée. Le lendemain, il y avait un pote à moi, un caméraman, Aurelio Valentino. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Aurelio, viens, il faut qu'on parle, quoi. Donc, il vient au bord de la piscine, et puis là, il me regarde, il me fait, non. Si. Il me dit, mais non, Mané. Et lui, il avait enquillé les Kili avec moi aussi, hein. À chaque fois, il me suit, le pauvre. Avec le matériel. Alors, il prend une GoPro, ouais, vraiment là, un petit truc, mais bon, il faut enquiller, quoi. Et là, je lui dis, on y retourne demain. Il me dit, mais Vanessa, t'es sérieuse? Enfin, il hallucine. Et vu qu'il est aussi fou que moi, il m'a dit, bon, ok, on repart. Donc là, j'ai quand même dû appeler mon entraîneur, un médecin, parce qu'il me fallait un avis médical. Le médecin, il me dit, je te dis quoi? Je te dis que c'est dangereux, que physiologiquement, c'est trop engagé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais y aller. Il me dit, bon, alors je te dis un petit oui. Ok, merci, bisous, pouc, j'ai raccroché. J'ai préparé mon sac à l'arrache et là, je suis partie. Et en fait, dès le début de la course, je disais à Aurelio, non mais si on touche le sommet, c'est un truc de fou.
parce qu'on est épuisé. Mais au final, j'avais 0 bobo musculaire. J'avais pas du tout l'impression d'avoir un kié 2 kg. J'avais pas mal aux jambes. Et là, c'est passé, mais super crème, quoi. On est arrivé au sommet en 8 heures. Photo, trop content. On est redescendu à Bâle. Et voilà. Et les 2 premiers, donc le précédent était 48 heures avant, et le premier, tu avais fait combien de temps avant? 4 jours avant le second, en fait. Ouais, sur une semaine, j'ai fait 3 kg. 3 semaines, 3 Kilimanjaro? Une semaine, 3 kg. Oui, pardon, ouais. une semaine. Oui, pardon, excuse-moi, Ouais. c'est tellement anormal ce que tu m'as dit. Ouais, non, là, une semaine, 3 Kilimanjaro, ouais. et le record mondial au bout du 3e. Ouais. Faut pas le faire. Je ne sais pas si quelqu'un va s'y aventurer, je te rassure. Il faut pas. Vraiment, non, je le déconseille. Même si moi, je l'ai bien vécu, voilà. Il faut rester vigilant. C'est incroyable. Où est-ce que tu as été chercher ces ressources-là pour, déjà, après le premier, faire un deuxième 4 jours après, ça paraît juste dingue. Quand tu vois toute la prépa qu'il y a, même l'organisation, enfin, c'est juste incroyable. Mais comment tu as été chercher la ressource, non seulement pour le faire, donc ça tu nous l'as expliqué, mais je veux dire, tu as eu plus de 8 heures de montée, il y a dû avoir des moments difficiles aussi. Comment tu as été chercher cette ressource, où est-ce que tu as été puiser ton énergie pour trouver toute cette flamme au fond de toi pour faire ce parcours incroyable? En fait, je ne suis jamais toute seule. Déjà, il y a toute une équipe avec moi qui bosse toute l'année sur mes projets. Donc du coup, je ne fais pas les choses... j'ai une phrase à laquelle je tiens, c'est que l'exploit est individuel, mais la performance est collective. Et là, clairement, il y avait toute mon équipe qui croyait en moi. Et je me dis, c'est pas possible de les laisser tomber comme ça, avec tout le boulot qu'ils abattent toute l'année. Puis après, bon, moi, j'ai perdu ma maman il y a 13 ans. Et en fait, à chaque fois, cette force aussi, je me dis, non, mais elle est là-haut, tu t'en rapproches à chaque fois que je monte. J'ai un peu cette sensation. Alors, c'est très spirituel, hein, mais voilà, de me rapprocher d'elle et des autres, malheureusement, qui sont là-haut. Mais... donc ouais, la force, elle vient naturellement. Et puis après, moi, je suis un peu têtue, je suis catalane aussi. Donc, quand j'ai une idée en tête, voilà. Et du moment où je pose un objectif, je me dis, il est réalisable. Si à un moment donné, tu y as cru, c'est que tu es convaincu que tu pouvais le faire. Donc en fait, je ne démords pas jusqu'à ce que j'ai atteint l'objectif. Si à un moment donné, tu y as cru, c'est que tu es convaincu que tu peux le faire. Ouais. Faut se la garder, celle-là. Oui, tu pourras la tailler. Donc au final, là, tu es à ton 4e Kilimanjaro, quand tu as fait le record. Tu en as fait un plus 3. J'en ai fait 2 plus 3, 5. 5e. Ouais. 5e Kilimanjaro. Aujourd'hui, tu vas faire ton 8e à l'heure où on se parle, puisque ça est diffusé à peu près quand tu seras en train de finaliser la préparation là-haut. Cool. Comment tu te prépares, comment tu t'appuies sur ces premières expériences pour cette préparation où là, tu es à 3 semaines de faire cette montée-là, sur une préparation d'un an, voilà, tu es vraiment sur la dernière ligne droite. Dans quel état on est, comment on s'est préparé, comment tu te sens aujourd'hui? Là, en fait, c'est un peu atypique comme Kilimanjaro, parce que je pars avec Olivier Petit. C'est un monsieur qui a un cancer très évolué, on va dire. Il est en soins palliatifs. Et donc, du coup, il y a quand même une médicalisation qui est particulière, en sachant que Olivier n'a pas plus de risque que moi de développer un œdème. Et le risque majeur de la haute altitude, c'est quand même l'œdème ou les ischémies digestives ou des trucs... bon. Mais en fait, justement, je suis à mon 8e kili, ce sera mon 8e kili. Et sur les 8 kilis, j'ai appris plein de choses différentes à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est l'expérience qui me permet de rajouter à la préparation un protocole médical différent. Donc j'ai des médecins derrière, hein. Moi je suis que infirmière. Donc en fait, je suis vraiment sous couvert médical. J'ai toujours moyen de joindre un médecin par téléphone quand je suis sur place. Quand il n'y a pas de réseau, ça se complique et je l'ai vécu. Mais en tout cas, il y a toujours possibilité d'avoir un avis médical en redescendant sur la montagne ou quoi. Donc ouais, c'est vraiment moi l'expérience qui me permet là de partir sereine avec Olivier. Après, je te cache pas que 3 semaines, c'est long, là. Parfois, ça passe trop vite. Il y a les fourmis. Ouais, ça y est, là, j'en peux plus. D'ailleurs, je monte à Font-Romeu la semaine prochaine pour commencer un peu à jouer la haute altitude en hypoxie. Et faire une préparation à ta sauce. Là, ouais. Là, ça va être assez cool parce que moi, je sors, entre guillemets, d'une grosse blessure avec... un gros pépin dans ma hanche, arrachement musculaire, un ligament pété, tout ça. Donc j'ai passé 5 mois très compliqués. Donc en fait, le kili, ça va être ma réathlétisation. Voilà. Juste ça. Ouais, je fais un kili pour voir comment ça tient.
Donc là, je reprends l'entraînement très sérieusement à partir du de la semaine prochaine. Donc ça va être très très doux. Et tout à l'heure, je te parlais de la glace. Donc c'est à partir de février que je vais repatiner. Donc ça, c'est un truc complètement improbable. Si on m'avait dit un jour, tu repatineras, mais pour t'entraîner, j'aurais un peu comme le record du monde ou les compètes, moi repatiner. Et là, grâce à ma blessure, donc la blessure, elle est chiante en fait pour faire court, mais j'ai une tumeur osseuse, intra-osseuse, donc c'est bénin. Mais en fait, ça fragilise l'os. Et avec l'ultra-endurance, ce qui est déconseillé, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Parce qu'une fracture de fatigue, ça arrive régulièrement chez l'ultra-endurant. C'est une fissure en fait qui se soigne bien, mais il faut prendre du repos. Sauf que chez moi, s'il y a fracture de fatigue, ce sera une fracture franche. Et vu que c'est le col du fémur qui est touché par cette tumeur, c'est une prothèse totale de hanche. Donc ça colle pas trop avec mes ambitions et mes projets. Donc on va attendre un peu pour la prothèse. Et donc là, je prépare un gros objectif, dont on parlera peut-être après. Je sais pas. Et donc ça me demande beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de volume. En heures d'entraînement, je suis à peu près à 35 heures semaine. Donc c'est un temps complet. Sauf que du coup, on a dû diminuer la course pour éviter cette fracture de fatigue. Et j'en discute avec mon entraîneur, Alvaro Orance, qui est un Espagnol, et il me dit « Écoute, Vané, on va trouver des solutions. Tu vas t'entraîner pour aller chercher ce futur record et en courant moins. » Donc là, je me dis super, je vais me taper du ski, je vais me taper du vélo. J'en peux plus du vélo. De la natation? Oh non, je suis pas un poisson. Et en fait, il me dit, tu devrais faire du skating, du ski de fond. Ouais, ok, bon. Et je lui dis, mais skating, c'est patinage. À peu près, quoi. Ça colle. Et il me dit, ah oui, oui. Putain, mais le truc, je m'y attendais tellement pas qu'ils disent oui. Et je lui dis, ah, ok, écoute, on peut commencer demain. Et donc, en fait, il accepte la proposition de repatiner pour travailler tout ce qui est fondamental. Le foncier, l'endurance musculaire et tout. Je ne vais pas refaire des doubles loots ou des triples salco, mais au moins pour travailler le musculaire, le cardio et tout ça. Et donc voilà, j'ai rencontré un entraîneur, une entraîneuse, du coup, Laurence, qui entraîne le pôle France à Font-Romeu. Et puis elle m'a dit, écoute, nickel, moi je veux bien t'entraîner sur la glace, mais je te demande une faveur. C'est de me faire une course en Suède qui fait 80 km en patin. Bon, je dis ok. Je signe. Donc en fait, je vais mixer l'ultra-endurance qui me passionne parce que je me mets à l'ultra-trail depuis quelques années et tout. Ça, je sens bien que physiquement, bientôt, je vais devoir vraiment diminuer l'ultra-distance. Et là, pour le coup, on me propose un mix de mon premier sport qui est dans mes tripes, le patin, et mon deuxième sport qui est aussi dans mes tripes, la montagne et l'ultra-endurance, quoi. Donc ça, c'est un peu le cadeau de cette année. Et j'imagine que tu dois être dans une émotion complètement particulière parce que patinage, tu en avais fait limite ton deuil très douloureux à l'âge de 16 ans, comme tu l'as dit. Savoir que tu vas pouvoir remonter sur les patins, ça doit faire quelque chose en toi, de façon viscérale. Oh, c'est carrément ça. Tu as dit le mot, c'est viscéral, quoi. Quand j'ai rencontré Laurence et qu'on a parlé déjà de l'entraînement qu'on va commencer la semaine prochaine, tu sais, j'avais la boule au ventre, mais je ne sais pas si c'est de la peur, de l'excitation, ou je sais que je vais avoir mal parce que mes patins, je les ai plus mis depuis longtemps, tu vois. Il y a un peu toutes les questions et de dire mais à quoi je vais ressembler sur la glace, j'ai 40 ans, quoi. Là, je patinais, j'avais 16 ans, j'étais toute pépette, machin. J'étais douée. Là, je me dis bon, j'ai repatiné un peu, donc je sais que je tiens sur la glace, c'est pas ça. Mais ouais, il y a plein de questions. C'est une excitation positive, quoi, en tout cas. Tu l'as dit justement tout à l'heure, pour y revenir un petit peu, on se rend compte quand tu parles, mais on va justement aller un peu plus dans les détails, tout ça, tu as vraiment une équipe, un staff qui est constitué. Comment ça se passe? Comment tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement d'un métier, enfin d'un sport très solo au final, à avoir tout un staff derrière? Ouais, en fait, j'y tiens à ça. C'est vrai que je dis souvent que la course en montagne, la course à pied, ça paraît être un sport hyper individuel. Mais je dis toujours que pour moi, c'est un des sports les plus collectifs que je connaisse. Parce que derrière, déjà, il y a mon mari qui gère, lui, tout ce qui est chiant, en fait. Les sponsors, les médias, les trucs que je ne maîtrise pas trop. C'est aussi mon pacer. Donc, sur les courses, c'est lui qui va rythmer mes courses en fonction de l'atteinte de l'objectif et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il s'entraîne autant que moi, mais il bosse à côté. Donc, je lui tire mon chapeau.
Mon entraîneur, Alvaro, bon, j'étais avec Stéphane aussi, un entraîneur d'athlète pendant 10 ans. Et alors Steph, lui, il m'a tout réappris en fait. Vraiment, c'est grâce à lui que ma foulée est un peu moins pourrie qu'avant. Oui, tu parlais tout à l'heure de la foulée. C'est ça. Bon là, du coup, c'est Alvaro maintenant depuis 3 ans. Et ben lui, par exemple, moi, je lui file mes délires avec mes tracés de fou. Quand il voit 22 km, 4295 mètres de dénivelé positif, lui, ben, il faut qu'il réponde à ça et qu'il mette en place des entraînements complètement atypiques. Courir à 6000 mètres, je suis la seule de ces athlètes à faire ça. Les autres, ils font du triathlon aux Jeux Olympiques et c'est un peu plus normal, on va dire, pour lui en tout cas, parce que c'est un entraîneur fédéral. Après, il y a les médecins aussi qui prennent la responsabilité de me signer les certificats, qui acceptent de laisser courir une nana à 6000 mètres d'altitude. Voilà, en fait, je suis hyper reconnaissante parce que sans toutes ces compétences, j'aurais aucun record. Et sans parler de record, j'aurais même pas accès en fait à tous ces. Tu pourrais pas faire. Mais c'est sûr. Et au-delà des records, tous les Kilimanjaro que tu as fait, Ouais. il y en a plusieurs, tu en as parlé, mais on va en parler notamment d'un, mais tu l'as fait pour des causes à chaque fois, tu as été accompagné, tu as amené des gens au Kilimanjaro. Tu peux nous parler un peu de ces épisodes-là? Ben là, en fait, moi, l'idée, c'est toujours de faire du lien entre ma casquette de soignante et ma casquette de sportive. Parce que moi, je m'éclate à courir sur ces montagnes, mais je m'éclate encore plus à le partager. Et en fait, ma force, elle est un peu dans ça, c'est que chaque année, je propose à des personnes, maintenant, c'est les gens qui viennent vers moi, donc c'est encore mieux, parce que c'est vraiment... J'essaie de pas trop impulser les projets. Mais du coup, les personnes atteintes de différentes pathologies m'appellent en me disant « mais moi aussi, je veux faire le Kili ». Donc pour moi, c'est un super défi, parce que c'est amener quelqu'un en lui faisant oublier sa maladie. Souvent, je leur dis « bon, ok, par contre, là, sur le Kili, je t'explique. Toi, t'es, je sais pas, je prends l'exemple de Julien Védani, qui avait une sclérose en plaques. Toi, t'es Julien le sportif qui va faire son expédition. La maladie, elle est dans mon sac à dos. Tu l'oublies, tu t'en occupes pas, c'est mon problème. » Et j'essaie de fonctionner comme ça. Sauf que derrière, évidemment, il y a les médecins qui sont sur le suivi de ces patients-là. Donc j'échange avec les médecins en amont, on prépare l'expédition ensemble. Et j'ai un pote, Patrick Laforgue, qui est un super médecin spécialisé dans le PGHM, réanimateur, tout ça, et haute altitude, qui lui aussi est tout le temps présent. Et c'est d'ailleurs ce fameux médecin qui me fait les prescriptions. Et voilà. Qui donne les petits oui? Ouais, les petits oui aussi, c'est Patrick. Ouais. D'ailleurs, il était avec moi sur ma première tentative de record et il nous a attendu super longtemps à 6000. Et il a goûté à l'œdème pulmonaire, Patrick. Tu as aussi fait l'ascension avec David Berty, notamment. Tu as eu aussi un documentaire à la télé pour expliquer tout ça. Tu peux nous recontextualiser donc David Berty, pour ceux qui ne connaissent pas, ancien joueur de rugby au Stade Toulousain notamment. Oui, un ancien international aussi. International. Ouais. Alors David, il a moins de chance que les autres parce que c'est un super pote à moi. En fait, David, pour mon premier chrono sur le Kili, je l'avais invité à un festival du film de montagne. Et devant 300 personnes, je lui ai demandé d'être le parrain de mon expédition. Donc en fait, il n'a pas eu le choix que de dire oui, parce que devant 300 personnes, tu dis pas non. Déjà, premier piège, plaque. Et deuxième piège, c'est que quand je suis rentrée avec ce record du monde, je l'ai appelé et puis je lui dis bon David, voilà, je suis trop contente, on a le record parce que là aussi c'était pour le parrain. J'avais quand même vraiment David dans la tête pendant la course. Et je lui dis bon, par contre la prochaine c'est avec toi. Ouais, d'accord, il me dit. Il me dit bah non, c'est impossible. Et 3 minutes après, il a validé quoi. Il a validé le projet. Entre-temps, moi je suis amie avec Marc Lièvremont, donc j'avais eu Marc au téléphone qui lui est super passionné par l'Afrique et a validé direct l'ascension du Kili. Et là je me suis dit, rugby, sport individuel qui est le mien, sport collectif, rugby. Donc en fait je me suis dit là il y a un truc à faire. Il faut qu'on amène tous David au sommet du Kili. Donc entre-temps, David a eu Thomas Castagnède au téléphone, donc Thomas est venu. Et en fait il y a une équipe de 15 qui s'est créé. Donc on est vraiment parti avec une équipe de rugby. Ouais, vraiment un 15. Ouais, c'est ça, vraiment. Et toi au milieu. Et ouais, je faisais partie des 15 oui, du coup. Non, mais oui. Ouais. Mais j'ai fait des mêlées à 4000 mètres d'altitude. Ah oui, Normal. mêlées, des drops, ouais. C'était vraiment exceptionnel. Et donc ce projet, c'était aussi pour dire à David, tu as eu ta petite mort, comme on dit dans le sport. Donc lui, c'est la sclérose en plaques qu'il a arraché à sa carrière de super ailier, parce que c'était un ailier monstrueux. D'ailleurs, Thomas Castagnède, il dit que David, sur le terrain, il ridiculisait l'adversaire. Et c'était vraiment ça, quoi. Il était tellement rapide que c'était tout le monde.
Et en fait, quand il est tombé malade, il a fait une énorme dépression, David. Et ça a été très très loin d'ailleurs, cette dépression. Il a écrit un bouquin que je vous invite à lire parce que vraiment, c'est son histoire et ça donne du punch. Et en fait, je me suis dit, mais je suis sûre qu'avec ce genre d'expé, il peut retrouver un second souffle. Et quand je l'ai vendu, il m'a pourri. Et puis, arrivé avant le sommet, il m'a pourri aussi. Par contre, quelques jours après, il m'a remercié. Et en fait, effectivement, ça ramène un peu à l'essentiel. Ça lui a remontré, ça lui a reprouvé que c'était un sportif de haut niveau, qu'il avait le mental d'un sportif de haut niveau et que oui, la pathologie, elle est là, mais de toute façon, il n'a pas le choix, entre guillemets. Et puis là, encore une fois, on est parti. Moi, je lui ai dit, non, ta maladie, on n'en parle plus. Moi, je m'en démerde. Toi, tu es David Berty, le sportif de haut niveau, et tu penses qu'à ça. Et là, en fait, depuis qu'il est rentré, il explose au niveau médiatique, conférences à gogo. Bon, là, il s'était mis avant le Kili au rugby fauteuil. Donc ça, c'est top aussi. Il a fait une Coupe du Monde en rugby fauteuil. Et voilà. Et là, c'était vraiment pour montrer qu'en montagne, le collectif, c'est la base. La base de la réussite. Ouais. Et en plus, là, il était super bien entouré parce qu'il t'avait toi comme experte, même si tu n'aimes pas qu'on te catalogue ou quoi que ce soit. On reparlera du syndrome de l'imposteur. Ouais. Avec experte, en avoir fait plusieurs, avec une bande de copains aussi autour. Ça devait être une aventure, dans tous les sens du terme, extraordinaire pour lui et pour vous. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, tous les gars ont pris une claque, que ce soit Marc, Thomas ou même les autres. Il y avait Sébastien Morizzo, Thomas Zella. Enfin, vraiment, on était un groupe. Et dans le groupe, il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs de haut niveau. Même Thomas m'a dit, mais en fait, j'avais jamais poussé autant. Et pourtant, ils ont des carrières de rugby professionnel, de rugbyman professionnel. Mais c'est un autre milieu. Et quand tu rentres, tu changes, quoi. Moi, le problème, c'est que ça fait déjà 7 fois que je change. Alors, à force. Ton mari, ça se passe bien, c'est bon. C'est le principe. Bonjour madame, à chaque fois que je rentre, on se redécouvre. Donc, c'est une aventure extraordinaire. Il y a eu un documentaire aussi que je vous invite à revoir qui est sûrement disponible. Ça a vraiment été une aventure extraordinaire, une aventure humaine. Tu as aussi fait un ultra-trail incroyable, Raramuri. Quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, est-ce qu'on s'est trompé en préparant la fiche? Donc, parce que c'est quand même 190 km, c'est ça, avec plus 10 000 en dénivelé. Ouais. C'est énorme. C'est énorme et à la fois, moi, ça a été une de mes plus belles courses. C'était mon premier ultra. Tu peux expliquer ce que c'est peut-être, la spécificité, parce que moi je l'ai découvert, c'est pour ça je ne suis pas le seul. Oui, c'était vraiment particulier. Ouais. Bon, déjà, c'était mon premier ultra. Donc on m'invite sur cette course. Je me dis pourquoi pas. Sauf qu'effectivement, j'oublie les chiffres un peu. Quand je dis pourquoi pas, c'était trop tard. On avait validé ma venue. Et puis après, j'ai relu. Je dis quand même 190, 10 000. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Parce que les Raramuri, on les appelle aussi les Tarahumara. Et d'ailleurs, il y a un livre que Kylian a écrit, il a écrit la préface, je crois, c'est Born to Run, né pour courir. D'accord. Voilà. Et Et Born to Run, ça retrace l'histoire des Raramuri. Et en fait, ils sont vraiment nés pour courir. Il faut savoir que c'est des gens qui courent avec des pneus sous les pieds. Ils n'ont pas nos superbes pompes, dernier cri, un peu compensé, un peu machin. Et ils courent plus vite que nous. Donc, c'est vraiment barge à voir. Et en fait, du coup, l'idée, c'était de confronter des Européens à ces coureurs indiens, quoi. Et putain, sur le coup, je me suis dit, ça fait peur, ils vont nous dégommer. Et effectivement, il y en a qui me sont passés à côté, c'est des fusées. Moi, j'avais ma petite frontale toute légère. Lui, il avait une grosse lampe à la main, quoi. Il courait avec un spot à l'ancienne. Un peu comme limite un peu plus petit que ça. Tu vois, le mec, il avait... Très pratique. Mais un truc de fou. Les bouteilles d'eau, pour ceux qui en avaient, c'était des bouteilles de récup. Donc du coup, moi, je leur filais tout. Je leur filais mes barres de céréales, un peu d'eau. Tu veux un camel, prends le camel. Sur les ravitaux, je distribuais tout parce qu'en fait, il n'y avait pas de ravitaux. C'était en semi-autonomie. Donc en fait, il y avait plusieurs points de contrôle où on pouvait quand même se reposer, se changer, tout ça, et récupérer nos sacs perso. Là, je leur filais plein de trucs à manger et tout parce que putain, ils partent sans rien, quoi. Sans sac, pour 190 bornes. Moi, j'ai mis une quarantaine d'heures à faire le parcours. Je me dis comment il fait pendant 40 heures sans pouvoir se couvrir la nuit, parce que la nuit ça caille, la journée il faisait très très chaud. On a eu jusqu'à 40-45 degrés en plein soleil. Oui, le contraste est saisissant entre la nuit. Ouais, vraiment. Et encore qu'on n'a pas eu des nuits trop fraîches, donc ça allait.
Mais en fait, ce qui est assez atypique là-bas, c'est que tu te retrouves pendant des kilomètres tout seul au fin fond des canyons. Tu n'as accès à rien, à aucune civilisation. De temps en temps, tu as une toute petite cabane planquée. Tu ne sais pas si c'est des narcos, si c'est... Donc tu passes en sifflant, tu n'as rien vu. Il y a des chiens sauvages partout qui sont morts de faim, donc ça fait peur. Il y a des scorpions, Moi, j'ai fait des micro-siestes pendant cette course. En fait, je me jetais au sol et je mets mon réveil à 6 minutes pour tenter de dormir 4 minutes. Donc en fait, je me jetais par terre, je mettais ma frontale un peu loin pour attirer les scorpions, les araignées loin. Et au bout de 4 minutes, en fait, je me relevais, je repartais courir, quoi. Ouais, c'était assez... C'est un micro-sieste, là. Ouais. 4 minutes. Ouais, ça me retapait. Je commençais à avoir quelques hallucinations, là, sur la fin de course. Ouais, j'ai vu un chameau au milieu de ma route. Je me suis dit, il y a des chameaux au Mexique. Donc là, je me suis dit, il faut peut-être que je dorme un peu. Allez, 4 minutes. Ouais, ça 4 minutes et ça repart pour 3-4 heures. Ouais. 40 heures, au final, tu disais? Ouais, 40 heures. Après, je l'ai pris très cool, au final. Je pense que j'aurais pu me faire violence. Mais en fait, j'étais première femme. Et j'avais 2 heures d'avance sur la seconde, très rapidement sur la course. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas vraiment une compète. Pour moi, c'était plus l'aventure. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai accepté cette course, parce que ça me ressemblait. Donc en fait, je l'ai pris super cool. Dans les villages, je restais avec les gens, j'ai pris le temps sur les ravitaux. Enfin, vraiment... En mode de promenade, quoi. Ouais, vraiment. Non, mais oui, ça a été vraiment... Ouais, un Touriste gros... à ta façon. Ouais, c'est ça. Bon, j'avais des moments de coups de fouet, mais ouais, c'était... tranquille. On l'a vu à travers ces échanges, tu es quelqu'un de très humain, porté vers le collectif, porté vers les autres. Lorsque tu fais tes ascensions, tes ultra-trails, et tous les termes que l'on peut mettre derrière, tellement tu as des projets différents. Tu peux nous parler aussi de Earth of Courage, qui est un projet qui te tient à cœur? Ouais, ça c'est un super projet aussi. Ça a été un rebond en fait du Kili avec David Berti, qui a amené un autre Kili avec Julien, un pote à moi, qui lui a été opéré d'une tumeur cérébrale et on a fait le Kili ensemble l'an dernier. Et en fait, il y a plein de rebonds comme ça chaque année. Et ce projet-là, c'est Guillaume Lodini, un super mec qui est atteint d'une sclérose en plaques, un ancien militaire, qui m'a contacté en me disant bon, j'ai vu ce que tu avais fait là sur le Kili, moi aussi. Le prochain, c'est moi. Et donc, en fait, on a fait cette petite vidéo pour commencer à faire un peu la promo de son Kili qui aura lieu en août prochain. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener Guillaume au sommet. Donc, encore une fois, il y a le collectif, puisque c'est une bande de potes que j'emmène, c'est pas que Guillaume. Et avec la Ligue française contre la sclérose en plaques. Donc, voilà, c'est un projet qu'on est en train de bosser. Guillaume s'entraîne. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc tu vas en faire 2 en 6 mois là? Là, je fais 3 Kili, j'en fais 1 en février, 2 en août. Et après, j'en refais 1 en décembre et 2 en août encore. C'est ma maison maintenant. J'arrive là-bas, c'est salut, ma cuisine elle est propre, ok. Justement, tu peux nous parler de tes prochains projets parce qu'il y en a plusieurs qui sont particuliers et qui arrivent là dans les mois à venir. Ouais, là, il y a il y a un gros projet. Alors, je vais commencer par la première course qui arrive au mois de mai. Donc là, c'est une course en Italie et c'est une course en fait de cœur. Je suis invitée chaque année. Alors, je déteste ça, mais on m'invite en élite alors que je suis pas du tout. Mais là, pour le coup, c'est vrai ce que je dis. C'est pas le syndrome de l'imposteur, mais je suis pas dans les élites. Voilà. Donc à chaque fois, je suis invitée. On m'annonce sur la course et tout. Donc il y a quelques heures de stress et puis au final, c'est une course qui se passe toujours très bien parce que les Italiens, ils sont hyper chaleureux et il n'y a pas cette sensation de compétition quand tu es sur la ligne de départ. Donc en fait, je l'ai faite une première fois, ça s'est super bien passé. Je l'ai refaite une deuxième fois, ça s'est super bien passé. Donc là, j'y retourne cette année. C'est l'ultra-marathon du Vésuve, donc c'est un 80 bornes. Voilà, on est encore un peu dans l'ultra. Je profite encore de mes quelques mois ou années, j'espère années, pour faire au moins du 80 km. Donc ça, c'est au mois de mai. Et le gros projet, c'est une tentative de chrono sur l'Aconcagua. Donc, c'est pas facile à dire. Je te le laisse. C'est le plus haut sommet de la cordillère des Andes, en fait. Il est en Argentine. Donc là, on frôle les 7000 mètres d'altitude. Et le chrono est en 20 heures. Le chrono féminin est en 20 heures. Il faut savoir que c'est une expédition qui se fait en 10 jours, à 10 à 12 jours. Donc l'idée, c'est que j'aille m'acclimater sur 12 jours d'expé et ensuite je redescends, un peu de repos et je le tente en moins de 20 heures. Donc ça, c'est un projet qui devait avoir lieu le mois prochain.
Sauf qu'avec ma hanche, ça a tout compliqué, donc j'ai fait les soins. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, en 5 mois, j'ai été soignée, alors que normalement, c'est des pathologies qui demandent 1 an à 2 ans de soins. Donc merci pour le coup de pouce de l'INSEP, du CREPS et des médecins qui ont été vraiment au top. Mais malheureusement, là, je ne suis pas prête du tout physiquement pour aller chercher un record de vitesse sur la Concagua. Donc c'est reporté à janvier 2025. Mais voilà, ça c'est le gros objectif. Et d'ailleurs, je reprends l'entraînement pour ça. Voilà. On va suivre tout ça du coup dans les mois et les années à venir. Tu as aussi écrit un livre où tu racontes ton parcours. Ouais, j'ai écrit ce livre, c'est La vie au sommet, parce que en fait, quand je suis rentrée de mon premier Kili, enfin pas le premier, puisque le premier, ça s'était très bien passé, mais ma première tentative de chrono, ça m'a quand même chamboulé, l'histoire avec Ronald, qui a failli mourir et tout ça. Et quand je suis rentrée, j'ai eu besoin d'écrire. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé La vie au sommet, parce que ma vie à moi, elle est là-haut, et puis là, pour le coup, la vie de Ronald, elle a failli s'arrêter là-haut. Et donc, c'est un peu, c'est pas vraiment une bio, mais c'est un peu mon histoire du rêve de patineuse à pas aujourd'hui, puisqu'il date de 2020. Donc là, il va falloir que j'en écrive un autre, je pense, bientôt. Mais oui, j'ai écrit ce livre pour libérer un peu tout ce que j'avais accumulé pendant des années. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a pu découvrir ensemble quelques brides de tout ça. Tu es conférencière aussi. On a la chance de te voir sur certaines conférences sur tous ces sujets assez transverses au final. Ouais, alors c'est vrai que ça c'est pareil, on m'a collé cette étiquette de conférencière parce que c'est le terme professionnel. Oui. Moi je dis toujours que je ne suis pas conférencière, mais je raconte des histoires. Tu témoignes. Ouais, voilà. Ouais. Et pour le coup, mon histoire c'est celle que je connais le mieux, donc je raconte la mienne. Et celle des autres évidemment qui m'entourent, mais j'aime bien raconter des histoires. On parlait du syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Quelle est ton approche là-dessus? Est-ce que tu commences à te guérir ou c'est toujours aussi difficile de se sentir, après tout ce parcours-là, aussi peu légitime lorsque on dit que tu es ultra-trailleuse, que tu es athlète, que tu es invitée en élite, etc. Franchement, je pense que je ne suis pas soignée, mais au final, ça me va bien. Parce que je n'ai pas envie d'être soignée de ça. Je pense que ma pratique, c'est la montagne, c'est flirter avec des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que cette humilité, elle me sert vraiment dans ma pratique. J'ai eu un moment, une période de conneries là, vers mes 19 ans où je partais en montagne et j'avais l'impression d'être une championne olympique pour le coup et j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris des gros risques. Là, aujourd'hui, je me dis que c'est bien ce que je fais. Je vois que c'est, quand on dit extraordinaire, oui, c'est en découpant vraiment où c'est extra, ça sort de l'ordinaire. Mais il n'y a rien de waouh. Moi, je me dis toujours ce que je fais. Tout le monde peut le faire en se donnant les moyens, en ayant envie, voilà. Donc, je pense que je vais garder un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Il colle bien à ma peau et à ma discipline. Après, je pense que c'est lié à tout, à toute mon enfance. Bien sûr. Ouais. Faut remonter loin pour ça. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas vous faire l'histoire parce qu'il faudrait 2 heures de podcast, mais... Ce sera l'occasion de prochain, quand tu auras fait la Concagua. Ouais, bien. La Concagua. La Concagua, on refera ça et on en discutera, mais c'est hyper intéressant. Et puis oui, comme tu dis, ça te protège, au final. Quelque part, ça te... Enfin, moi, c'est ma vision, en tout cas, de ça. Et pourtant, j'ai la chance d'accompagner des jeunes athlètes, parce que maintenant, moi, je fais partie un petit peu de la pré-retraite. Mais là, par exemple, je suis marraine du collectif des sportives. D'ailleurs, je vais être avec les filles là sur Font-Romeu. C'est des filles qui préparent les Jeux Olympiques, qui sont sportives de haut niveau. Et ces filles-là, il y en a qui ont ce syndrome de l'imposteur. Et je vais être la première à leur dire, mais enfin, sois sûre de toi, t'as vu ton parcours, t'as vu où tu en es. Je rassure les autres, mais quand c'est moi, je tourne le miroir, quoi. Ouais. C'est dur de se parler à soi-même comme on parlerait aux autres. C'est plus facile de parler à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc là, tu accompagnes des personnes que l'on va voir dans les JO, c'est ça? Ah oui, probablement. Là, c'est des sportives de haut niveau. En fait, je suis marraine cette année avec Mathilde Becerra, qui est une super grimpeuse, qui était pro aussi d'ailleurs. Et on est marraine des jeunes futures olympiennes, donc c'est cool. Je suis fière de ce rôle-là. C'est un peu la transmission. C'est ce que j'allais te dire, c'est la transmission et le partage, comme tu le fais avec les autres, mais là sur des jeunes sportives. Oui, c'est ça. Comment tu te définirais, Vanessa, avec tout ce qu'on a lu, dit de toi en 3 mots, on va dire, ou en une phrase? Moi, je dis souvent que je suis une ultra passionnée, une ultra montagnarde. Voilà, une ultra tout, quoi. Ultra investie?
Ouais, aussi. ouais, ultra investi. Mais ouais, c'est tout ce que je vois, quoi. Quelle est ta dernière rencontre inspirante que tu as eue? Parce que j'imagine que tu as fréquenté et tu vois des personnes extraordinaires aussi. Mm. On attire ce que l'on est, généralement. Qu'est-ce que voilà, les personnes coup de cœur ou les dernières personnes inspirantes que tu as rencontrées? Là, j'ai un gros coup de cœur pour Olivier. Ouais, vraiment, Olivier, il me remue un peu dans tout. Dans ma vie de sportive, dans ma vie de personne, hein, voilà, de femme. En fait, il est arrivé à un moment de ma carrière où je devais partir pour ce record du monde sur la Concagua. On m'annonce la tumeur, les machins, le ligament pété. Enfin, bon. Donc c'est pour moi un gros pet psychologique au niveau du sport. Puis là, pareil, je me disais, les sponsors vont me lâcher, plus personne va croire en moi pour l'année prochaine. Enfin, mon panique à bord. Et 4 jours après l'annonce, Olivier m'appelle, quoi, pour me dire, bon alors moi j'ai un cancer, je suis en soins palliatifs et je veux faire le kili. Je dis, ok, ma situation elle n'est pas trop pourrie. Ouais. Donc en fait, ouais, il me donne un peps. Ouais, c'est ça, un moteur. Ouais, vraiment. Vraiment, et puis en plus, il est tellement positif, ce monsieur, que... Après, il me renvoie à mon histoire personnelle. Ma maman a eu un cancer, très jeune, elle avait 50 ans. Donc là, on fait le Kilimandjaro avec Olivier, mais avec son fils Arthur. Donc, je prends un peu de face mon vécu. Donc, ouais, là, on parle de transfert. Ouais, à l'école c'est ça. d'infirmier, on nous en a beaucoup parlé en disant il faut pas être dans le transfert. Non. J'y suis pas du tout. Je le prends de face. Mais c'est génial. Ouais, c'est une belle inspiration et c'est vraiment mon coup de cœur, là. Et puis ça t'a donné, comme tu as dit, un peps. Enfin, tu as une croisée des chemins comme ça, et un alignement des planètes, comme on dit. Mais vraiment. Vraiment. Même là, tu vois, je me dis, il me permet de reprendre d'entrer sur le kili, alors que là, j'avais pas envie d'aller me taper du vélo pendant des heures, tu vois. Ouais, il y a tout qui s'aligne. Ouais, les gens, ils n'arrivent pas par hasard dans ta vie. Tu parlais aussi des sponsors. C'est une situation aussi dont on peut parler, même si on est en année des Jeux Olympiques, qu'on est sportif de haut niveau comme toi, ça reste malgré tout très difficile de mobiliser. Alors, mobiliser les équipes, oui, on l'a vu, il y a un lien humain incroyable. Mobiliser les soutiens financiers, c'est aussi une autre paire de manches. Merci ton mari, du coup, aussi. Oui, merci. Merci Flo. Ouais, c'est je pense, la compétition la plus difficile pour tous les sportifs, enfin tous. Je ne parlerai pas de certains sports, mais pour beaucoup de sportifs en tout cas. Moi, j'ai la chance, tout à l'heure on parlait des études où je t'ai dit non, j'ai décroché à 17 ans, mais en fait j'ai repris les études à 30 ans. J'ai passé mon bac, j'avais 30 ans. Et j'ai passé mon diplôme d'infirmière dans la foulée en fait. Donc, et je pense que c'est une chance et une volonté, hein. Surtout je me suis arrachée pour aller chercher ce diplôme, mais parce que je travaille à côté. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir une petite notoriété, les sponsors commencent à venir à moi, et puis j'ai surtout la télé qui me suit pas mal, Canal+, France Télévisions et tout ça, donc ça attire un peu, on va dire, les entreprises et les conférences. Mais c'est toujours compliqué. Enfin, moi, là, en ce moment, je travaille. Je suis infirmière et je bosse et je m'entraîne le soir. Là, il fallait que je bosse un peu plus que d'habitude parce que je pars en stage d'entraînement en février. Donc, ça veut dire que je ne vais pas rentrer forcément d'argent. Enfin, ouais, c'est toujours un combat. Et c'est en ce sens aussi où je veux encourager les jeunes athlètes à ne pas lâcher et à se diplômer derrière. Il faut toujours penser que le sport, ça nous fait pas acheter des maisons, quoi. Oui, penser à ça, penser au coup d'après et surtout la notion d'équilibre. Ouais, voilà, aussi. Aussi parce que quand on est dans le sport, et moi je le vis en période de stage, là par exemple pour la Concagua, les derniers stages c'est auto-centré. C'est vraiment, tu penses à bien dormir, tu penses à bien manger, tu penses à faire pipi, faire caca, faire machin, enfin, tu vois, c'est tout sur toi et moi ça m'étouffe. Donc j'ai vraiment ce besoin de travailler vite en parallèle pour dire je m'occupe un peu de l'autre là, parce que Vanessa, je peux plus la blairer la Vanessa. Et du coup, ouais, je pense que comme tu dis, c'est l'équilibre d'avoir une autre vie sociale que le milieu sportif. Après, les olympiennes et les filles qui sont rattachées à des fédérations, c'est encore autre chose parce que c'est un peu plus carré, c'est normal et il ne faut pas aller à l'encontre de ça. Mais l'après-sport, il faut toujours y penser, quoi. Tu as la Concagua, un prochain gros objectif. Est-ce qu'il y a un rêve encore plus grand, enfin, quelque chose qui te motive dans les années à venir? Ouais, tu as dit un mot important pour moi, c'est le mot rêve. Parce que le gros problème que j'ai et que j'aime, c'est que quand j'ai un rêve, je me lève le matin et je l'écris.
et je le réalise. Donc j'ai rêvé que je faisais le Manaslu. C'est un sommet qui est dans la chaîne de l'Himalaya, qui fait 8163 mètres. On passe encore. Ouais, on passe encore 1000. Et je l'ai rêvé, ce sommet, il est écrit, il est projeté. Donc il était projeté pour septembre 2025. Ma blessure a fait que c'est décalé, mais je me dis peut-être qu'en septembre 2025, il y aura une grosse avalanche et qu'il ne fallait pas que j'y sois. Donc j'espère y être en 2026. Génial. Donc ouais, j'ai ce rêve d'aller frôler, flirter, on va dire, avec les 8000 de la chaîne de l'Himalaya. Question un peu challengeante pour toi, parce que tu as beaucoup de parcours, tu fais beaucoup de choses. Quelle est ta dernière première fois? Quelle est ta dernière première fois? Toi qui fais beaucoup de projets, beaucoup de choses nouvelles aussi. Je sais pas. Ma dernière première fois, c'était pour le 31 janvier. Décembre. C'était pour le 31 décembre. Avec mon mari, on décide d'aller fêter ça en montagne, perdu, machin. Donc on met sur le GPS, on fixe un petit refuge tout paumé, tu sais, un truc pas du tout gardé, tout pourri. Sauf qu'en fait, on s'est perdu. Enfin, on n'a jamais trouvé on n'a jamais trouvé la cabane. Donc on a dormi par terre sous la neige, à la belle étoile. Ouais, c'est ma dernière première fois parce que c'est la première fois que je trouve pas un point GPS. Et j'en veux pas d'autres. À deux. Ouais, à deux. Oui, en plus à deux. Donc ouais, c'est ça, je crois. Si tu devais prendre du recul et que tu te vois enfant ou ado, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu as fait un certain parcours de vie, que tu as un vécu, on l'a vu, qui est juste extraordinaire. Si tu revoyais Vanessa Neige face à toi, qui fait du patin à glace, du patinage artistique, pardon, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune fille? Je lui dirais crois en toi. Parce que je pense que c'est ce qui m'a manqué pendant trop longtemps. Et j'ai explosé en fait le jour où j'ai perdu ma mère. Où là, je me suis dit, waouh, ma mère, elle avait 50 ans, c'était une super sportive, une super nana, un rayon de soleil, voilà. Et puis tu te dis, ces gens-là, ils partiront jamais. Et j'ai compris trop tard. Enfin, non, pas trop tard, non, ça je retire. Mais j'ai compris tard que j'avais du potentiel et que, en fait, surtout, la vie, il faut la vivre comme on a envie de la vivre, quoi. Voilà. Tu as compris sur le tard, comme on dit aussi. Pas Ouais. forcément trop tard, mais sur le tard, pas trop tard. Tu sais, moi, j'ai du mal avec les gens qui disent qu'est-ce que j'aurais aimé faire du parapente. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais aimé? T'es en vie, fais. Va faire du parapente. Enfin, voilà. Et maintenant, je fonctionne comme ça. Donc, ouais, Vanessa, là, je lui dirais crois en toi. Tu es de plus en plus médiatisée. Tu l'as expliqué, entre France 3, Canal, tu as ces relais-là, tu es mis en lumière, comme on dit. Quelle est ta relation aux médias? Parce que c'est pas toujours simple, que ce soit même organisé, que ce soit préparé, ou même la posture à tenir. Alors les médias, ils sont hyper importants dans ma vie de sportive et surtout dans mes projets associatifs. Moi, je tiens absolument à médiatiser tout ce qui est Kili pour la sclérose en plaques, pour le cancer et tout ça. D'ailleurs, là, Olivier, en ce moment, il croule sous les médias, il fait de la radio, là, il était filmé cet après-midi, tu vois. Donc ça, c'est génial et puis ça permet aussi à ces personnes de jouer un peu le jeu des médias. Pour ma part, ça m'aide à avoir des sponsors parce qu'on me voit à la télé, donc voilà, forcément, l'image, elle est importante. Après, par moment, il y a le côté un peu perso qui est compliqué. Un exemple tout bête, je me suis mariée en juin donc sur un sommet. Bizarrement, on s'est mariés à 3000 mètres d'altitude au sommet du Carlite. Les invités étaient affûtés. Oui, là... Ouais, là, il fallait... Et en fait, en rentrant de notre mariage, on voit un placard comme ça, le mariage de Florent et Vanessa. Voilà. Donc ça peut être un peu dérangeant, encore que je ne suis pas une star. Et ça, c'est resté au niveau régional, mais ouais, ça, je trouve ça un peu dommage par moment de rentrer un peu dans cette intimité. Ou alors, je vais faire du ski avec un pote qui est alpiniste, un Polonais. Le lendemain, on faisait les closers en Pologne. Bon, ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin du côté médiatique. Et comme je te dis, c'est surtout pour aider à rechercher des fonds, quoi. Ne serait-ce que pour amener les gars malades sur un Kili. Je me dis, me filez pas 1000 € à moi, mais filez-lui à lui pour qu'il puisse faire le Kili, quoi. Voilà. Comment tu trouves cet équilibre avec Florent, ton mari, qui est aussi ton partenaire, qui, comme tu as dit, gère les médias, gère les sponsors, et aussi là pour t'accompagner lors de tes projets aussi fous les uns que les autres? Comment toi tu arrives, et vous, même d'une manière générale, votre duo, à trouver cet équilibre entre le pro et le perso? Comment vous arrivez à vous détacher de certaines choses, ou est-ce que tout est vraiment lié? Alors, peut-être pas tout,
mais la plupart des choses sont liées parce qu'on est 2 malades de sport. Donc en fait, s'entraîner tous les jours, c'est normal. Puis d'ailleurs, s'il y en a un qui ne s'entraîne pas, ça va pas. Tu vois. Donc ça, c'est notre dynamique, on va dire, normale. Après, tout le côté pro, vraiment, gestion des expés, gestion des médias, des sponsors et tout ça, on se bloque des temps de travail. Voilà, c'est quand on est devant l'ordi, il n'y a pas, c'est Vanessa, Florent le manager, Vanessa la sportive, et j'essaie d'obéir un peu, mais pas tout le temps. Tu parlais du monde associatif et de tous tes engagements. Alors, on a parlé de certains. Est-ce qu'il y en a que tu veux mettre en avant ou peut-être donner des coordonnées, des projets que l'on peut suivre donc avec Olivier? Alors, Olivier, lui, c'est l'Institut Paoli Calmette, qui est du côté de Marseille. Donc ça, c'est vraiment axé sur le soin palliatif. Et moi, pour le coup, je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques depuis plus de 10 ans. Donc c'est vrai que j'y tiens et que chaque année, je mets au moins un projet au profit de la Ligue. Voilà. Et moi, j'ai ma petite asso qui s'appelle BAMOS. Tu peux nous en parler? En fait, c'est juste une asso justement pour permettre à certains de dire, voilà, je veux faire le Kilimandjaro, mais je ne veux pas avoir toute cette gestion de prendre les billets d'avion, les machins, l'organisation qui est chiante. C'est juste une passerelle, en fait. Voilà. Génial. Ouais. On arrive à la fin de cette interview. Ouais. J'ose même pas te poser la question tellement tu vas me sortir de nom, à savoir qu'est-ce que tu verrais sur ce fauteuil pour témoigner son parcours inspirant et à son tour peut-être inspirer d'autres personnes justement. Spontanément, David Berti. Ouais. Spontanément, David Berti. Et j'en ai plein d'autres. Dont d'ailleurs un qui habite à Rodez, c'est pas très loin d'ici. Ouais. Ouais, lui aussi, Guy Amalfitano. Ah oui. Oui. Super parcours également. Et j'en ai plein d'autres, mais on va reprendre un quart d'heure là, si je te l'ai dit tous. Non, on va le faire en off. Vanessa, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour ces échanges, pour ce partage, pour cette dynamique que tu apportes. Et voilà, tu es toujours hyper investi. Tu communiques ta joie de vivre quand tu parles de tes projets. C'est juste extraordinaire. On a dit plusieurs fois ce mot. Je pense que ça aura été le mot de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. On peut te retrouver sur les différents réseaux, à la télé aussi prochainement. Et on mettra aussi toutes tes coordonnées de tes réseaux en dessous de cette description ou dans le podcast. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Vanessa. Passez une bonne journée. À bientôt.